The courts are just not Donald Trump's friend recently. Another Trump lawsuit has hit a brick wall, and this time the wall is kind of hitting back. The 11th Circuit down in the South didn't just affirm the dismissal of Trump's crazy RICO lawsuit against Hillary Clinton, James Comey, the DNC, a bunch of other people. This time they upheld $1 million, almost $1 million in sanctions, and called the case what it was, a political manifesto, retribution, disguised as a lawsuit. And the panel that delivered it, by the way, unanimously. Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Non pas par le résultat immédiat d'un acte politique, mais par le type de mécanisme constitutionnel qui est alors mis en œuvre. Le 11 octobre 2025, la Chambre des représentants des États-Unis a été officiellement informée de la présentation de nouveaux articles de mise en accusation contre le président Donald J. Trump. L'initiative a été lancée par le député démocrate Shri Thanedar de l'État du Michigan et a été enregistrée sur la base d'actions récentes de la présidence, considérées par ses auteurs comme des violations constitutionnelles graves. Dans le même intervalle de 48 heures, des reportages ont indiqué que des membres du cabinet présidentiel discutaient, lors de réunions privées, de la possibilité d'invoquer le 25e amendement pour déclarer le président incapable d'exercer ses fonctions. La combinaison de ces deux fronts, l'un législatif et l'autre administratif, a considérablement accru la tension institutionnelle, faisant remonter à la surface un débat qui, jusqu'alors, restait en coulisses, la stabilité du pouvoir exécutif et les limites constitutionnelles d'un second mandat marqué par la controverse. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au déroulement immédiat de la procédure à la Chambre. La superposition sans précédent de dispositifs de destitution présidentielle, activés par différentes instances du pouvoir fédéral, a déplacé le débat du domaine politico-électoral vers celui du fonctionnement structurel de la démocratie américaine. Le document déposé par Thandar accuse Trump de mener une guerre perfide contre les États-Unis, terme inhabituel dans les registres législatifs, et cite comme base deux actions récentes, la publication d'un décret classant unilatéralement le mouvement Antifa comme organisation terroriste et le licenciement présumé d'un procureur fédéral qui aurait refusé d'ouvrir des enquêtes contre les adversaires politiques du président. Pour les auteurs de la requête, ces actes témoignent d'un abus d'autorité et d'un détournement de pouvoir dans l'exercice du pouvoir exécutif, avec des répercussions directes sur les piliers du système de frein et contrepoids. Des organisations juridiques non partisanes, telles que le groupe Free Speech for People, ont mis à jour leurs rapports afin d'inclure ces événements parmi les fondements constitutionnels qui, selon leurs analyses, pourraient justifier l'ouverture d'une procédure formelle de destitution. L'utilisation de l'expression « menace actuelle et continue » pour décrire le comportement présidentiel reflète un changement dans le vocabulaire législatif, marquant une tentative de présenter la question non pas comme un détournement ponctuel, mais comme une crise fonctionnelle en cours. Parallèlement, des sources liées au cas à des conseillers juridiques et à des membres de l'équipe de sécurité nationale ont indiqué que des discussions internes étaient en cours sur l'application éventuelle de la section 4 du 25e amendement, contrairement aux articles de mise en accusation, qui nécessitent pas une procédure législative. Le 25e amendement permet à l'exécutif lui-même de destituer temporairement le président de ses fonctions si le vice-président et la majorité du cabinet déclarent formellement qu'il est incapable de remplir ses fonctions. Cette mesure, bien que prévue par la Constitution depuis 1967, n'a jamais été utilisée sans le consentement du président en exercice. Les informations divulguées jusqu'à présent ne confirment pas l'implication nominative de membres spécifiques du cabinet, mais suggèrent un degré élevé d'inquiétude au sein du noyau décisionnel de la Maison-Blanche. L'hypothèse envisagée par certains conseillers est que le comportement répété de non-respect des normes de constitutionnelles équivaudrait, en termes pratiques, à l'incapacité fonctionnelle décrite par le texte de l'amendement. Si vous appréciez une lecture claire des événements institutionnels et préférez comprendre les faits plutôt que de réagir à des versions fragmentées, inscrivez-vous à la chaîne pour suivre les analyses continues sur la scène politique américaine. L'enregistrement simultané d'une demande formelle de destitution à la Chambre et des articulations internes pour une éventuelle application du 25e amendement constitue un point hors norme dans l'histoire institutionnelle américaine. Bien que ces deux mécanismes soient
prévue par la Constitution, leur activation conjointe et parallèle suggère un moment de rupture entre le fonctionnement attendu des institutions et la réalité actuelle du pouvoir exécutif. La situation est encore en évolution, mais la convergence des actions indique une étape délicate dans les relations entre les pouvoirs et soulève des questions légitimes sur la résilience des structures démocratiques face aux défis continus à l'autorité normative de la Constitution. La combinaison simultanée de deux instruments constitutionnels visant à limiter le pouvoir présidentiel n'est pas apparue de manière isolée ou soudaine. Elle est le résultat d'une convergence institutionnelle plus large, construite au fil des mois à travers des tensions accumulées, des manifestations de préoccupations juridiques et des conflits entre les organes de l'État sur les limites de l'autorité exécutive dans le mandat actuel. Depuis qu'il a repris ses fonctions en janvier 2025, Donald Trump fait l'objet d'une surveillance constante de la part des parlementaires de l'opposition, des groupes juridiques indépendants, et même de certains segments de l'appareil fédéral lui-même. Cette surveillance n'est pas seulement due à des divergences politiques, mais aussi à une série d'initiatives présidentielles qui sont interprétées comme des tentatives d'étendre les prérogatives constitutionnelles au-delà de ce que permettent les dispositions légales. C'est dans ce contexte que la réactivation du débat sur la destitution et la mention du 25e amendement sont désormais comprises non pas comme des réactions impulsives, mais comme des réponses institutionnelles accumulées à une série de décisions jugées atypiques et juridiquement controversées. La première de ces décisions, citée comme élément déclencheur dans la nouvelle demande de destitution, a été le décret exécutif du 9 octobre qui a déclaré le mouvement Antifa comme une organisation terroriste. Bien qu'il s'agisse d'un groupe largement débattu dans le domaine politique et de la sécurité intérieure, la mesure présidentielle a ignoré les étapes prévues par la législation pour ce type de désignation, telles que la collaboration avec le département d'État et l'application de critères spécifiques définis par la loi sur l'immigration et la nationalité. Des juristes de différentes tendances idéologiques ont émis des réserves quant à la légalité de cette décision, soulignant qu'elle pourrait inaugurer une jurisprudence informelle permettant à l'exécutif de qualifier unilatéralement toute organisation de terroriste, sur la base de critères politiques. La conséquence pratique de ce cadre ne se limite pas à la rhétorique. À partir du moment où un groupe est officiellement qualifié de terroriste, ses membres ou ses partisans peuvent être soumis à une surveillance extraordinaire, au gel de leurs avoirs, à des restrictions judiciaires et à des poursuites pénales en vertu des lois sur la sécurité nationale. Cette mesure a donc des implications directes sur les droits civils, sur l'action des agences fédérales, et son caractère unilatéral a été interprété par plusieurs institutions juridiques comme un détournement préoccupant de la procédure légale normale. La deuxième décision mentionnée dans la demande de destitution concerne l'ingérence directe présumée du président dans le ministère public fédéral. Selon des sources consultées par les médias, un procureur aurait été contraint d'ouvrir des enquêtes pénales contre des personnalités publiques qui ont exprimé leur opposition à l'administration actuelle. Face à son refus pour absence de fondement juridique, le professionnel aurait été démis de ses fonctions par décision directe de la Maison-Blanche. Ce récit, encore en cours d'enquête, a réactivé une alerte qui imprègne depuis des années le débat juridique aux États-Unis. L'utilisation de l'appareil d'État comme instrument de persécution politique. Plusieurs associations de juges et de procureurs ont publié des communiqués soulignant la nécessité d'une protection institutionnelle du système judiciaire, soulignant que toute tentative de manipulation des enquêtes à des fins personnelles ou partisanes constitue une violation grave du principe d'impartialité administrative et de procédure régulière. La mention de cet épisode dans le texte de la procédure de destitution n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une argumentation qui vise à mettre en évidence un comportement récurrent, selon lequel les décisions du gouvernement seraient utilisées comme moyen de neutraliser les dissidences internes et externes à l'exécutif. Ces deux épisodes, pris ensemble, ont constitué un tournant pour les organisations juridiques qui surveillaient la gestion de Trump depuis le début de son deuxième mandat. Le groupe Free Speech for People, par exemple, qui menait une enquête continue sur les violations constitutionnelles potentielles, a mis à jour son rapport pour y inclure ces deux actions parmi les motifs les plus récents, qui, selon son évaluation, justifieraient une nouvelle série de poursuites judiciaires. Ce type de documentation a été utilisé comme base par les législateurs désireux d'étayer les demandes de destitution avec une plus grande densité juridique. Mais ce qui retient l'attention dans ce cas précis, c'est le fait que, parallèlement à l'utilisation législative de ces rapports, les membres de l'exécutif ont également commencé à recourir à des arguments similaires
pour soutenir les discussions internes sur l'applicabilité du 25e amendement. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même sans coordination explicite, les deux initiatives, parlementaires et administratives, ont progressé en parallèle dans un court laps de temps. Au niveau interne du gouvernement, les rapports sur l'activation possible de la section 4 du 25e amendement révèlent le degré de préoccupation de certains secteurs du cabinet quant à la conduite présidentielle. Selon la Constitution, cette clause ne peut être appliquée que si le vice-président et la majorité des secrétaires déclarent que le président est incapable de remplir ses fonctions. Le texte ne précise toutefois pas si cette incapacité doit être exclusivement physique ou si elle peut inclure des incapacités fonctionnelles telles que des violations répétées de l'ordre constitutionnel. C'est précisément sur ce point que se concentre le débat actuel. Une partie des spécialistes en droit constitutionnel soutient que l'amendement a été conçu pour des scénarios d'accident, de maladie ou de perte de conscience. D'autres, cependant, font valoir qu'un président qui enfreint systématiquement les limites légales et compromet l'intégrité des institutions peut être considéré, dans la pratique, comme incapable de respecter son serment constitutionnel de veiller au respect des lois du pays. Cette tension interprétative suffirait à elle seule à rendre ce moment inédit, mais lorsqu'elle est associée à une procédure législative parallèle, elle configure un scénario institutionnel de chevauchement critique. Si vous vous intéressez aux questions constitutionnelles et cherchez à comprendre les mécanismes institutionnels en jeu, pensez à vous inscrire pour suivre les analyses futures axées sur l'évolution des processus décisionnels à Washington. À partir de là, les dilemmes auxquels sont confrontés les membres du cabinet deviennent autant politiques que juridiques. Le coût de l'application du 25e amendement est élevé. Tout membre du gouvernement qui signe un document déclarant le président inapte risque de voir sa carrière prendre fin, d'être qualifié de traître par une base électorale mobilisée et de se heurter à une résistance au sein de son propre parti. Néanmoins, l'existence de ces discussions indique que, pour certains, le risque de l'omission commence à sembler plus important que celui de l'exposition. La convergence entre les pressions du pouvoir législatif et le malaise interne au sein du pouvoir exécutif compose un tableau institutionnel rare dans l'histoire récente. Il n'y a aucune garantie que l'une ou l'autre de ces voies aboutira à une mise en cause de la responsabilité ou à une destitution. Mais toutes deux ont déjà produit un effet concret. Elles ont ouvert un nouveau chapitre dans le débat sur les limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis. Certains moments historiques reflètent les tensions latentes qui traversent une démocratie. La simultanéité entre la présentation de nouveaux articles d'impeachment et les articulations internes autour de l'activation possible du 25e amendement à la Constitution des États-Unis représente plus qu'une simple coïncidence temporelle. Il s'agit d'un portrait complexe de la manière dont différents secteurs du système politique et juridique réagissent face à une présidence qui défie les normes traditionnelles de conduite institutionnelle. Pour une partie de la société civile organisée et des spécialistes du droit constitutionnel, ce à quoi nous assistons est une sorte de test institutionnel en temps réel. Un test de résistance des mécanismes de limitation du pouvoir présidentiel dans un environnement politique où l'adhésion populaire et la polarisation idéologique prennent souvent le pas sur la rationalité juridique. Pour ces observateurs, même si la nouvelle demande de destitution n'aboutit pas à la destitution, elle remplit une mission symbolique et normative cruciale. Le simple fait qu'un chef d'État soit confronté, pour la troisième fois, à des accusations formelles d'abus de pouvoir, représente une rupture historique importante, dont la fonction va au-delà du résultat immédiat, s'inscrivant comme un avertissement et un enregistrement politique pour les générations futures. Cette conception soutient que les dispositifs de responsabilisation présidentielle doivent également fonctionner comme des instruments de contention symbolique, activés lorsque la normalité institutionnelle est remise en cause, même sans attente réaliste d'une sanction effective. Cependant, certaines évaluations divergentes voient dans les mouvements récents une érosion de la crédibilité des rites juridiques. Selon les détracteurs de cette approche, en recourant fréquemment à la procédure de destitution, sans obtenir de résultats concrets, le pouvoir législatif risque de transformer un outil constitutionnel sérieux en un simple mécanisme de dispute narrative. Ce groupe souligne le risque d'inflation de cet instrument, qui perdrait ainsi de sa force et deviendrait vulnérable à des utilisations opportunistes dans des moments moins graves. Les parlementaires, opposés à la nouvelle procédure, dénoncent ce qu'ils qualifient de manœuvre politique préméditée de la part de l'opposition, dans le but de nuire à l'image électorale du président auprès de l'électorat avant les élections
prévu pour l'année 2026. Cette interprétation, bien que contestée par les secteurs les plus institutionnalistes, a gagné en force dans les discours des membres du Congrès du Parti républicain, qui dénoncent l'existence d'une campagne de judiciarisation continue de la politique présidentielle comme moyen d'obstruction électorale indirecte. Le débat devient encore plus complexe si l'on envisage l'activation du 25e amendement, d'autant plus qu'il n'a jamais été utilisé sans le consentement du titulaire du poste. Le simple fait que des membres du cabinet envisagent cette possibilité indique déjà le degré de gravité perçu dans certains secteurs de l'exécutif. Parmi les constitutionnalistes qui soutiennent cette idée, l'interprétation qui prévaut est que la notion d'incapacité, présente dans l'amendement, peut être comprise de manière fonctionnelle, sans être nécessairement limitée à des impédiments physiques ou mentaux. Selon ce raisonnement, le non-respect répété des principes constitutionnels par le président, son refus de respecter les limites légales, ou sa conduite administrative marquée par la partialité, pourrait justifier le classement comme une forme d'inaptitude politique grave, exigeant une réponse institutionnelle. Cependant, les adversaires de cette thèse avertissent que cette interprétation créerait un dangereux précédent dans lequel la continuité d'un mandat pourrait être remise en cause par des critères subjectifs liés au style de gouvernance ou à l'alignement politique, affaiblissant ainsi la stabilité du régime présidentiel. Dans ce scénario, le risque serait de transformer le 25e amendement en un instrument de conflit interne, favorisant l'émergence de crises récurrentes et la judiciarisation du fonctionnement même du cabinet présidentiel. Si vous estimez qu'il est important de comprendre comment les mécanismes juridiques et politiques s'entremêlent en période de crise institutionnelle, nous vous invitons à suivre nos contenus pour continuer à explorer les coulisses du fonctionnement démocratique des États-Unis en ces temps décisifs. À mesure que ces dilemmes prennent de l'importance dans les milieux juridiques et médiatiques, on constate une prise de conscience croissante que le modèle présidentiel américain pourrait être en train de subir une transition silencieuse. La constance avec laquelle les dispositifs de limitation du pouvoir exécutif sont invoqués, notamment les demandes de destitution, les enquêtes parlementaires et, plus récemment, les discussions sur l'inaptitude présidentielle, suggèrent une transformation profonde de la relation entre les pouvoirs. Ce phénomène soulève des questions sur la résilience des institutions face à des dirigeants polarisants et sur l'avenir de l'équilibre entre l'autonomie présidentielle et le contrôle législatif. Certains alertent sur le fait que si ces instruments sont utilisés de manière récurrente sans résultats efficaces, ils perdront leur capacité à générer un consensus ou à mobiliser la légitimité institutionnelle. À long terme, cela pourrait compromettre non seulement l'autorité de la présidence, mais aussi la fiabilité des mécanismes de contention eux-mêmes, qui seraient alors considérés comme des ressources manipulables et non comme des garanties légitimes de l'ordre démocratique. La perte de leur efficacité ne serait donc pas immédiate, mais progressive, affaiblissant les piliers sur lesquels repose la gouvernance constitutionnelle américaine. À l'heure actuelle, l'incertitude demeure quant à la viabilité politique et juridique de l'une ou l'autre des voies envisagées. Rien ne garantit que le Congrès parvienne à rassembler les votes nécessaires pour mener à bien une nouvelle procédure de destitution, ni que le cabinet présidentiel soit suffisamment uni pour adopter une mesure extrême telle que l'invocation du 25e amendement. Les deux voies se heurtent à des obstacles importants. La première, à la dynamique législative polarisée, la seconde, aux risques institutionnels et personnels associés à la destitution forcée d'un président en exercice. Ce que l'on peut affirmer, jusqu'à présent, c'est que l'existence de ces mouvements parallèles est déjà en train de reconfigurer le débat public, d'influencer la couverture médiatique et de projeter une image d'instabilité auprès de la communauté internationale. L'issue de cette impasse dépendra non seulement de positions juridiques bien fondées, mais surtout de la capacité des institutions à préserver leur intégrité dans un environnement politique marqué par des défis simultanés à leur autorité et à leur légitimité.